La neige tombait comme une confidence sur Fifth Avenue, fine comme de la poussière d'argent. Les néons des vitrines jetaient des halos froids. Les pas sur les trottoirs crissaient, et un homme en manteau sombre s'éloignait d'un immeuble de verre où des gens en costume avaient parlé d'objectifs et de chiffres jusqu'à ce que la nuit devienne suffisante pour les masquer. Jonathan Blake avançait d'un pas mesuré, les mains enfoncées dans ses gants, la gorge serrée par la fatigue et par l'habitude de ne pas laisser entrer ce qui ne concernait que lui. Une petite voix trembla contre ce silence de ville. « Monsieur, maman ne s'est pas réveillée. » La phrase était mince, presque fragile, mais elle s'insinua dans la poche froide du cœur de Jonathan. Il se retourna. Une fillette de 4 ans, cheveux emmêlés, mitaine trop grande, le regard serré comme si on venait de lui confier le monde, le tenait par la manche. Sur son dos, un sac à dos vert pendait de travers, un dessin froissé dépassait d'une poche. Il n'y eut pas de pensée longue, rationnelle, juste une poussée d'instinct. Jonathan fit basculer la chaleur d'une résolution qu'il n'aurait pas su nommer, et dit, doucement, sans se départir de son calme, « Montre-moi ». Il murmura les mots comme pour lui-même, et déjà il suivait la main minuscule qui traçait un chemin vers un immeuble ancien, dont la façade portait les stigmates d'années et d'articles jamais lus. L'ascenseur montait lentement, les lumières vacillantes faisaient danser des ombres sur les murs. L'appartement qu'il franchit était modeste, une boîte de briques, des jouets alignés, une odeur de café froid et de lessive concentrée. Sur le sol, une femme gisait, pâle, la respiration allégée mais régulière. À côté, une bouteille d'ordonnance vide et un lecteur de glycémie abandonné. Les lèvres de Jonathan se refermèrent sur le mot qu'il avait entendu dans la bouche de la fillette. Choc diabétique. Il n'en savait guère plus, mais cela suffisait à appeler les secours. Les sirènes arrivèrent comme un autre élément de la ville, pressés, professionnels. Des voix qui n'avaient pas le temps de juger expliquaient ce qui était nécessaire. On parla de prise en charge médicale, d'oxygène, d'une ambulance qui partirait immédiatement vers le service d'urgence le plus proche. Jonathan restait à l'écart, observant la petite qui tenait le doigt d'une femme inconnue, son visage serré, sa respiration de petite fille cherchant à ne pas s'être emportée par la peur. À l'hôpital, la salle d'attente était une pièce blanchie par la lumière au néon. Les heures prirent la rigidité des chiffres sur un tableau. La fillette ne s'appelait pas « enfant de personne », elle s'appelait Sophia. Elle tenait une peluche au poil arraché et regardait les portes de l'urgence comme si elles pouvaient se refermer sur un secret. Jonathan laissa glisser son manteau sur une chaise, sentit l'espace soudain trop grand autour de lui. Il n'avait pas l'habitude des heures qui s'étirent sans ordre boursier à consulter. Il n'avait pas l'habitude d'attendre pour la vie de quelqu'un d'autre. Une femme entra, pragmatique, papillon d'email sur les ongles. Mrs. Patterson lisait sa carte. Travailleuse sociale, elle parlait la langue du protocole avec des phrases sèches, mais pas dénuées d'une certaine fatigue compatissante. Elle expliqua que la procédure était claire. À l'absence d'un proche légal, l'enfant devait être orienté vers un foyer d'accueil temporaire, le temps que la situation administrative se clarifie. Son ton balançait entre le règlement et l'humanité. Chaque mot respectait un équilibre fragile, protégé, sécurisé, enregistré. Sophia secoua la tête, ses yeux grands et obstinés. « Maman va revenir », dit-elle. La phrase n'avait aucune certitude, juste une foi aussi simple que celle qu'ont les enfants quand ils recollent une image déchirée, sans mesurer la force nécessaire. Jonathan sentit quelque chose en lui se tendre, une résistance ineffable à l'idée que cette petite soit séparée de sa mère, sans qu'il n'ait même fait le geste de connaître leur histoire. Sans savoir pourquoi, ou peut-être parce que c'était la première fois depuis longtemps qu'une main innocente avait cherché la sienne, il offrit une solution qu'il n'avait pas préméditée. « Je peux la garder », dit-il. Les mots lui parurent maladroits, insuffisants à contenir l'impulsion. Mrs. Patterson le regarda en évaluant non seulement la capacité matérielle, mais aussi la validité juridique d'une telle proposition. La procédure ne se pliait pas aux intentions. Il fallut des formulaires, des assurances, des vérifications d'identité, un téléphone qui sonnait sans réponse. Il fallut aussi écouter Jonathan se débattre avec l'idée qu'il était en train de signer un bout de vie qui n'appartenait pas à un plan stratégiquement prévu. Finalement, une solution intermédiaire fut trouvée. Tutelle temporaire, surveillance administrative, engagement de Jonathan à permettre les visites à l'hôpital et à coopérer avec les services sociaux. Mrs. Patterson nota chaque promesse avec une franchise professionnelle. « C'est exceptionnel, dit-elle. Les enfants ont besoin de stabilité. Si vous n'êtes pas préparé. » Il ne s'agissait pas d'un sauvetage hollywoodien, c'était un arrangement bureaucratique tissé de contraintes et d'humanité possible. Sophia prit la main de Jonathan comme si l'accord signé avait été un permis de confiance. Elle grimpa dans le SUV noir qu'il avait fait appeler
une anomalie dans sa nuit ordinaire, et posa sa tête contre la vitre, les yeux fatigués mais vigilants. La première nuit dans le penthouse de Jonathan fut disproportionnée en silence. Des plafonds hauts, des fenêtres qui donnaient sur une ville qui ne dormait jamais, et au milieu de cette architecture froide, une petite fille qui battait des cils pour suivre une histoire qu'on lui inventait à voix basse. Sophia avait l'habitude d'histoires courtes. Elle aimait celles qui revenaient avec les mêmes personnages. Jonathan trouva dans une boîte à jouets une berceuse, qu'il marmonna, sa voix rauque, surpris par sa propre douceur. Il s'assit par terre, le dos collé au canapé, et la regarda s'endormir, les doigts serrés autour d'une peluche. Il y eut des instants brefs et décisifs, une main qui apprend à attacher des élastiques de cheveux, un chocolat chaud réchauffé trop fort, une montre arrêtée parce que la montre n'avait plus d'importance. Jonathan, qui mesurait d'habitude la valeur des choses en objectifs atteints, trouva qu'à calibrer sa journée selon la taille des miettes sur une table de cuisine et la nécessité d'un récit du soir. Il apprit à reconnaître le rythme des respirations de sommeil d'une enfant, la manière dont elle se réchauffait contre un pull, la façon dont un visage pouvait se détendre à l'écoute d'une voix étrangère. Les jours qui suivirent furent un montage d'apprentissage et d'ajustement. Jonathan allait de l'appartement de l'hôpital aux allées d'un supermarché, des réunions de direction au coin d'une table où il essayait de plier une boîte de céréales sans déchirer le papier. Il approchait les devoirs administratifs avec la même précision que ses dossiers, mais il commençait à y mettre une autre attention, moins l'efficacité que l'égard. Rebecca, quand elle sortit enfin de l'hôpital, attendit comme une personne qui refuse la charité sans valeur. Elle était infirmière de nuit, les cernes encore évidents sous ses yeux, la fierté intacte malgré l'épuisement. Elle avait franchi un seuil qu'on aurait pu croire interdit, accepter l'aide, mais à sa manière. Jonathan proposa un logement, un appartement vacant dans l'un de ses immeubles, tout près d'une école, au loyer symbolique pris en compte par une aide interne. Il proposa aussi un travail flexible dans ses services de gestion, un poste adapté à ses compétences et à ses contraintes horaires, mais il le fit comme on propose un contrat, pas une aumône. Rebecca écouta, posa des questions pragmatiques sur les horaires, sur la permission de continuer à travailler la nuit si l'enfant devait dormir le jour. Elle ne voulait pas d'une main qui la gère, mais d'une opportunité qui reconnaisse sa valeur. « Je veux payer un loyer », dit-elle lors d'une conversation franche dans la cuisine minuscule qu'elle avait désormais. Sa voix était ferme. « Pas pour l'argent », ajouta-t-elle, « mais pour pouvoir dire que je contribue. Je veux mériter ce poste. » Jonathan acquiesça. Il comprit qu'il n'était pas question de régler des comptes d'argent. Il s'agissait de restaurer la dignité par l'autonomie. Il mit en place des conditions simples. Un loyer symbolique, accès au programme de formation interne pour le poste proposé, flexibilité pour les horaires de soins et la possibilité de réévaluation après une période d'essai. L'accord fut signé, non dans un bureau froid, mais autour d'une table où une tasse de café refroidissait et où l'on discutait de la garde de Sophia par rapport aux soins nécessaires. Ils eurent des maladresses, des pas qui heurtaient des habitudes. Jonathan oubliait parfois de vérifier si la cantine de l'école acceptait les demandes spéciales. Rebecca oublia momentanément un rendez-vous médical parce que le corps ne se pliait pas toujours aux agendas. Mais il y avait aussi des scènes où la vie humaine prenait une sorte de relief qu'aucune réunion n'avait jamais réussi à créer. Sophia qui accrochait avec un morceau de ruban au miroir une carte qu'elle avait dessinée, ou la façon dont Rebecca remerciait avec un regard qui disait plus que n'importe quel contrat. La travailleuse sociale, Mrs. Patterson, vint plusieurs fois, carnet en main. Elle observait, posait des questions, notait la coopération, l'efficacité des accords. Elle n'était pas une juge, mais sa présence rappelait que la ville avait des règles pour protéger les enfants. Pourtant, elle souriait parfois en voyant les progrès, et son évaluation finale ne fut pas formulée comme une approbation condescendante, mais comme une reconnaissance que quelque chose de fragile avait été préservé. « Les arrangements ne sont pas faits pour durer si la situation n'est pas stable », dit-elle un jour, « mais ici, il y a des signes. » Le récit de la transformation se fit par accumulation. Des repas partagés, une leçon de mathématiques improvisée sur le plancher de la cuisine, des soirées à écouter la radio pour enfants. Jonathan commença à tenir un carnet où il notait les petites choses, les allergies de Sophia, les dates des prochaines consultations, le nom d'une professeure qui l'appelait par son vrai nom. Chaque note ressemblait à une promesse silencieuse, écrite sur un bout de papier où auparavant il n'avait prévu que bilan trimestriel. Rebecca se présenta au poste en souhaitant prouver qu'elle pouvait l'assumer. Elle arriva le premier jour avec un uniforme propre, des dossiers serrés contre la poitrine et l'air d'une personne qui avait réappris à se tenir droite. Les collègues étaient surpris par son sens du détail, par sa capacité à gérer l'imprévu, des qualités qu'elle avait pratiquées toute sa vie. Le travail lui rendait quelque chose d'essentiel, la possibilité de dire qu'elle contribuait non seulement au foyer, mais à la société, et que ses compétences avaient une valeur reconnue. Le point culminant fut le récital à la maternelle. L'école avait invité les familles. Les bancs étaient serrés, des téléphones pointés, des épaules frissonnantes. Sophia grimpa sur scène, petite parmi des dizaines d'autres, et commença à chanter avec une assurance naïve qui fit se tordre la gorge à ceux qui savaient.
Elle se trompa une fois, puis deux, mais elle recommença, rit d'un rire clair et reprit la chanson comme si elle s'en souvenait par cœur. C'était une performance maladroite, précieuse par sa sincérité. Rebecca se tenait au premier rang, les yeux brillants, les mains serrées. Jonathan, qui avait manqué plus d'événements importants qu'il ne l'avouerait, sentit son corps se pencher vers l'avant pour suivre chaque note. Quand le petit récital prit fin, il y eut un silence suspendu, puis un bruissement d'applaudissements. Les parents riaient, pleuraient, prenaient des photos. Jonathan ne regarda pas son téléphone. Une décision s'était imposée sans discours grandiloquent. Être présent, pas seulement en disponibilité planifiée, mais dans la constance que nécessite une vie partagée. Les emails pourraient attendre, les réunions pourraient se gérer différemment. Il n'y avait pas de geste spectaculaire. C'était une succession de choix quotidiens, de renoncements silencieux à une productivité à tout prix. Sur le chemin du retour, la neige avait repris son travail de rendre le monde plus doux. Sophia observa les flocons et dit avec la même précision que lorsqu'elle avait parlé à l'homme dans la rue « On dirait la nuit où je t'ai trouvé ». Sa voix contenait une logique enfantine, sans ironie, seulement l'évidence. Jonathan contempla la fillette, le reflet des lumières de la ville tremblant sur ses tempes. Il répondit, sans prétention, la phrase qui scellait un trajet commencé par hasard. « Non, Sophia, c'est nous qui t'avons trouvée. » Les mots avaient l'équilibre d'une reconnaissance. Ils ne prétendaient pas réparer le passé, mais ils acceptaient d'entrer dans l'avenir. Le récit ne se referma pas sur une fin parfaite. Il y eut des difficultés encore à régler, rendez-vous médicaux, nuits où le sommeil se faisait rare, paperasserie administrative qui revenait comme une marée. Mais il y eut aussi une maison où une berceuse revenait régulièrement, des repas qui furent partagés pour la première fois sans qu'aucune horloge ne dicte leur durée, un travail qui permit à Rebecca de se tenir debout et de regarder sa fille avec fierté. La richesse, pour Jonathan, cessa d'être une accumulation d'actifs et se mesurait désormais à la présence et à la loyauté d'un foyer. Mrs. Patterson nota dans son dossier que la situation s'était stabilisée. Elle sourit sans fanfare lorsque, lors d'une évaluation, Sophia la conduisit jusqu'à la fenêtre pour montrer une trace de peinture sur le bord, une œuvre d'art inachevée qui parlait mieux des jours à venir que les mots administratifs. « Vous avez du courage », dit-elle à Rebecca d'un ton direct et juste. « Et vous aussi, monsieur Blake. » Les mots n'étaient pas une consécration, juste une observation. Les mois suivants se passèrent comme des tranches de quotidien qui, accumulées, bâtissaient quelque chose de solide. Jonathan apprit à gérer une lessive avec la même concentration qu'une réunion difficile. Rebecca découvrit que demander de l'aide n'était pas une faiblesse, mais une stratégie. Sophia grandit dans un espace où ses pleurs étaient accueillis et ses rires encouragés. Il y eut des jours où la fatigue pesait, et d'autres où un simple dessin laissait entendre que tout cela en valait la peine. Le dernier plan qui clôt cette histoire n'est pas une scène de triomphe spectaculaire, mais une image douce et tenace. Une voiture glissant lentement sur une avenue recouverte de neige, à l'intérieur 3 silhouettes réchauffées par la lumière intérieure. Sophia, appuyée contre la coque du siège, serre un dessin qu'elle a fait pendant le trajet. Rebecca, au volant, jette un regard à Jonathan, puis au rétroviseur, et sourit avec la reconnaissance de quelqu'un qui a retrouvé le sens du mot famille. Jonathan, qui autrefois aurait refait un plan professionnel pendant le trajet, pose sa main sur le levier de vitesse sans le regarder, comme pour affirmer qu'il a choisi, jour après jour, d'être là. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui parlent de ce que signifie vraiment être humain. La neige continue de tomber. Ce qu'elle recouvre n'est pas une éradication des erreurs ou des blessures, mais un tampon pour entendre à nouveau les voix qui comptent. Sophie, au fond, l'a dit d'un air naïf mais profond. La nuit n'est plus celle où elle s'est sentie perdue. C'est la nuit où l'on s'est trouvés mutuellement. Si vous souhaitez faire quelque chose de concret après avoir entendu cette histoire, pensez à partager ce récit avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il existe des façons de préserver la dignité au lieu de la lui retirer. Soutenez, si vous le pouvez, une association locale qui aide les travailleurs de nuit ou qui soutient les familles touchées par le diabète et la précarité. L'engagement n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il peut être une écoute, un don ou simplement le temps de signer un formulaire d'aide. Partagez votre propre expérience dans les commentaires. Vos histoires peuvent inspirer d'autres choix d'humanité.